Véritable balcon naturel vers l'océan, le Cap Saint-Martin et le Rocher de la Vierge font de Biarritz une ville naturellement tournée vers la mer. Mais à l'image du Pays Basque, Biarritz, c'est aussi une porte sur la montagne. Deux types de falaises composent le littoral biarro et témoignent d'une rupture entre les longues étendues sableuses des Landes et les collines du piémont pyrénéen. Du phare à la Villa Belza, les falaises de grès dominent l'océan de leurs teintes orangées. À partir de la côte des Basques, c'est un littoral vert et gris qui témoigne d'un changement de composition rocheuse. Ce sont des falaises marneuses, mais qui sont surmontées par une couche d'alluvions assez importante. Alors on va dire que les falaises font 30 à 40 mètres de haut, surmontées par 10 à 20 mètres d'alluvions. Ces alluvions sont des débris naturels divers comme le sable, les graviers, l'argile et même des remblais issus de construction. Les alluvions sont transportés par les eaux, les matériaux les plus fins se trouvant en bas de couche et les plus gros restant en surface. Dessous se trouve la Marne, au comportement très spécifique. La Marne, c'est une roche en formation et elle a un comportement donc de roche tendre, c'est-à-dire qui est sujette à une érosion très importante. Ces belvédères naturels semblent au premier abord être une muraille infranchissable face aux fortes tempêtes du golfe de Gascogne. Mais en géologie, une falaise est une cassure du plateau continental, résultat d'une usure appelée érosion. Ici, la Terre mène un combat acharné contre l'océan. Chaque année, les falaises de la côte des Basques subissent de plein fouet ce phénomène dont les causes sont multiples. L'érosion, c'est l'eau. La présence de l'océan à ses pieds ne permet pas à la falaise de se consolider naturellement. Les houles successives emportent inexorablement les amas de roches provenant des éboulements. Ce qui pourrait alors servir de base solide et former un talus est balayé par les vagues, accentuant ainsi la pente de la falaise, favorisant les éboulements des parties supérieures. Mais s'il y a éboulement, ceci signifie forcément que la falaise est également usée par le haut. La première couche d'alluvion joue un rôle primordial dans la fragilité du site. Stabiliser des falaises marneuses, on sait faire. Stabiliser des alluvions, on le sait. Mais la grosse problématique, c'est une couche de sable qui est entre les deux matériaux, qui est en fait le résultat de la percolation de tous les matériaux, de tous les éléments fins du matériau alluvial au-dessus et qui ne peut pas pénétrer dans la Marne. L'eau non plus, donc on a une couche saturée en eau. C'est la présence de cette couche qui est le point de départ de toute la problématique d'érosion. L'eau doit en effet s'évacuer de cette couche. Elle ruisselle alors en surface de la falaise sur sa partie marneuse. Cette roche tendre subit alors les assauts de l'eau, mais aussi de l'air et ses variations de température. La Marne est sujette à desquamation. Desquamation, c'est un peu le phénomène qui nous arrive quand on devient vieux. On commence à voir la peau qui se ride et qui part. La peau de la falaise se fissure lorsqu'elle est exposée au soleil. Puis lorsqu'il pleut, l'eau rentre dans ces petites fissures. Puis lorsqu'il gèle à l'hiver, l'eau gonfle, gèle. Puis le soleil revient, dégèle. Et ça fait des petites plaquettes, une petite croûte qui en permanence descend. Cette érosion de surface fait également apparaître des failles plus profondes, appelées diaclases. Ces fissures provenant d'événements géologiques datant notamment de la formation de la chaîne des Pyrénées sont là aussi altérées par l'eau. Ces diaclases fragilisent la Marne, pouvant entraîner des éboulements plus conséquents. Si on veut replacer le contexte des falaises par rapport à l'homme, moi je dis il n'y a pas de problème d'érosion, il y a des problèmes d'urbanisme. Bâtiments, routes, aménagements urbains, le secteur de la côte des Basques a subi depuis de nombreuses années des contraintes liées à la présence de l'homme. Ces ouvrages n'ont pourtant pas accéléré le phénomène d'érosion, mais sont devenus parfois des zones dangereuses. Notre problème, c'est que naturellement les populations ont tendance à venir au bord de la mer ou de l'océan et ont tendance à s'installer trop près. On a une ville dans un site extraordinaire,
On est content d'y être, mais on a violé la nature et elle reprendra ses droits. Le XXe siècle sera celui de la prise de conscience du phénomène d'érosion. Si la partie nord de la côte des Basques est rapidement consolidée à la fin des années 30, la partie sud poursuit son inexorable recul. C'est au début des années 80 qu'une étude est lancée afin de mettre en place un programme de consolidation. La situation est alors critique. Les maisons sont évacuées, les routes s'effondrent. Au bout de la rue des Falaises Beau Rivage, on avait carrément la route qui était partie, il n'y avait plus de trottoir, mais il manquait la moitié de la chaussée. Et donc, pour la sécurité des personnes, on était obligé de faire des travaux. La ville de Biarritz décide alors d'un programme pluriannuel de confortement des falaises afin d'échelonner les dépenses sur plusieurs années. Durant plus de 20 ans, l'ensemble des équipes municipales, accompagnées des sociétés de travaux publics spécialistes dans le domaine, mettent au point plusieurs techniques adaptées à la typologie du terrain. L'objectif est clair, diminuer les effets de l'érosion afin de consolider la falaise. Pour réussir, la première chose à faire a été de consolider les parois des couches d'alluvions et de marne. La première tranche de travaux, c'est l'escalier des 100 marches. Alors, c'est là le cas idéal. On a un profil en face des 100 marches où il n'y a pas de mur de soutènement. Alors pourquoi? C'est tout simplement qu'en haut de la falaise, on avait beaucoup de place et ce qui nous permettait d'avoir des talus qui rentraient dans les terres sans avoir à exproprier des maisons ou à démolir des rues. Cette technique de talutage n'est possible qu'en présence d'une pente douce. Mais plus au sud, les travaux devaient s'effectuer parfois au pied de maisons. La falaise était alors plus verticale. Deux techniques ont donc été imaginées pour maintenir la falaise. Une pour la marne et une pour les alluvions. Lorsqu'on a une marne franche, c'est-à-dire la partie inférieure de la falaise, on peut se permettre de faire des murs cloués. C'est-à-dire que, imaginez, vous pouvez contre un arbre venir clouer une planche de bois. Ici c'est la même chose, contre la falaise, on vient mettre une couche de béton, on met simplement des barres d'acier à béton que l'on scelle et ça tient, je dirais, par adhérence uniquement comme on tiendrait une pointe. C'est pour ça qu'on appelle ça des clous, donc des murs cloutés. Par contre, dans les alluvions en partie haute, les alluvions, ce sont des matériaux un peu sableux qui ne permettraient pas, imaginez que vous enfoncez une pointe dans du sable, ben vous n'obtiendrez rien, la planche elle tombe. Donc c'est le cas. Dans ces cas-là, on fait des tirants. Des tirants, c'est quoi? C'est des câbles torsadés, imaginez des cordes mais métalliques. En général, les tirants font 20 à 30 mètres de long. Donc on arrive avec une foreuse, on fait un trou de 20 à 30 mètres de profondeur. On envoie des câbles dans ce trou et on met une gaine sur les 10 premiers mètres. Il reste donc 20 mètres de câbles de tirants à l'arrière. C'est un peu comme si quelqu'un venait avec une corde tirer le mur contre lui. C'est-à-dire que c'est le terrain qui s'autoprotège, qui produit l'énergie pour venir s'opposer à l'arrachement du mur devant. On est dans le cas d'école extrême où il nous a fallu faire un immense mur tiranté qui tient les alluvions et deux énormes murs cloués qui font une dizaine de mètres au minimum chacun. C'est certainement le profil qui nous a coûté le plus cher, en tout cas au moins 10 fois plus cher qu'un profil en talus comme on a au niveau des 100 marches. Si la falaise est maintenue par ses murs, elle n'est pas pour autant protégée de l'eau et du phénomène d'érosion. Là aussi, les alluvions et les marnes font l'objet de traitements spécifiques, réalisés en même temps que les murs cloutés et tirantés. La couche d'alluvions est la plus chargée en eau et joue un rôle majeur dans le phénomène d'érosion. Ce secteur a fait l'objet de toutes les attentions dès le début des travaux jusqu'à la réalisation des murs tirantés. On a essayé d'intervenir le plus rapidement possible, à peu de frais dans un premier temps, en réalisant des puits drainants. C'est-à-dire qu'on créait des puits en retrait de la crête de falaise et on faisait des drains souterrains qui venaient amener l'eau au fond de ces puits. Et on avait des pompes de refoulement qui nous renvoyaient l'eau collectée dans le réseau d'eau pluviale. Depuis qu'on a fait les travaux, on a reculé le profil de la falaise en faisant les parois tirantées. On s'est approché de ces puits. On est venu forer jusqu'au fond du puits, dont on connaissait la position exacte.
Et on a ramené des canalisations qui nous permettent de récupérer naturellement l'eau des puits dans le système de collecte des eaux pluviales des falaises. Et on n'a plus besoin ainsi d'utiliser des pompes de refoulement qui peuvent tomber en panne, qui consomment de l'électricité. Tout se fait maintenant naturellement. Un peu plus au nord, au niveau des 100 marches, le profil de falaise a contraint les équipes à trouver une autre solution. Lorsqu'on est en talus, c'est un peu plus difficile a priori, quoique. On a ici l'exemple d'un masque drainant qui vient d'être réhabilité récemment. Il s'agit de mettre un filtre de géotextile que l'on voit ici, qui laisse donc passer l'eau, un peu comme le ferait un filtre à café dans une cafetière. Et donc, il suffit de mettre une couche de matériaux calcaires d'une granulométrie assez importante pour avoir des vides, de telle sorte que l'eau, elle se décomprime et elle arrive tout simplement dans le caniveau de pied ou dans un drain en dessous. On met ou non, selon les endroits, un grillage pour fixer le matériau. Ici, on a choisi de mettre un grillage parce qu'il peut y avoir des gens qui montent sur les cailloux. À d'autres endroits moins accessibles, on n'a même pas besoin de grillage, le filtre se fait tout seul. Il s'agit donc d'un masque drainant. Au niveau des marnes, la situation devient alors plus simple. L'eau provenant des alluvions ne ruisselle plus en surface. Cependant, les diaclases, ces fameux points de rupture de roche datant de plusieurs milliers d'années, laissent également passer l'eau. Afin de la collecter, des petits tuyaux appelés barbacanes sont alors installés tout au long des parois. Cette technique a évolué ces dernières années. Comme vous pouvez voir ici, il y a une barbacane qui est calcifiée parce que l'eau est chargée de calcaire et quand elle est au contact de l'air, elle durcit. Donc les barbacanes peuvent se boucher. On a fait une nouvelle technique dans les dernières années où on a mis un matériau drainant à l'arrière du mur pour venir récupérer l'eau en pied de mur dans un drain. Et ainsi, on n'a jamais le contact entre l'eau calcifiée qui sort du terrain et l'air. Et comme ça permet d'avoir quelque chose qui fonctionne sans entretien. Alors qu'ici, il faut venir nettoyer pour pas que ça se bouche. Les travaux de confortement des falaises se déroulent de haut en bas. Une fois les parois consolidées et protégées de l'eau et de l'érosion, la dernière étape consiste à préserver les pieds de falaise des assauts de l'océan afin d'éviter que les matériaux ne soient emportés, créant une usure en bas de falaise. Pour s'opposer aux fortes houles, la solution la plus efficace a été retenue, la création d'une digue. Le corps de digue, on a trouvé une solution économique pour le faire, c'est que lorsqu'on fait des déblais en falaise, on les place en pied de falaise, on les compacte comme on le ferait pour faire une autoroute et ensuite on vient les tailler à la forme demandée pour s'opposer à l'océan avec les enrochements de vent et on vient mettre une couche de géotextile que l'on voit ici qui est perméable, c'est-à-dire que l'eau qui arrive passe au travers du géotextile, s'en va dans les enrochements tout en gardant les matériaux fins de la marne à l'arrière. Au-dessus de cette couche de géotextile, on met une couche de matériaux calcaires. Ce sont ces roches assez claires que l'on voit, presque blanches. C'est un matériau qui est pas trop onéreux et qui est assez tendre, ce qui fait qu'il n'a pas d'arête vive, il ne vient pas blesser le géotextile. Ça permet sur une couche de 1 mètre environ de venir faire une première protection, mais qui serait emportée par la houle si on la laissait telle qu'elle. On a la chance d'avoir une carrière d'ophyte à Souraïde. On met des blocs qui pèsent de 3 à 6 tonnes pour créer une carapace d'enrochement devant cette couche de calcaire. Donc le géotextile filtre l'eau. La couche de calcaire protège le géotextile et la carapace d'ophyte s'oppose à l'énergie de la vague. En 30 ans, les falaises de la côte des Basques ont fait l'objet d'investissements lourds pour stopper l'avancée de la mer. La partie plus au sud reste à conforter. C'est pour cela qu'une nouvelle tranche de travaux devrait démarrer prochainement. Ces ouvrages réalisés permettent d'envisager un avenir serein pour le site de la côte des Basques. Mais à Biarritz comme ailleurs, la lutte contre l'érosion est un combat sans fin qu'il faut savoir accepter et transmettre pour le remporter.